Merci de m'accueillir pour ce séminaire international sur la biodiversité et la gestion de la ressource. Et je tiens à remercier les organisateurs de cette invitation. Et tout particulièrement le docteur Anas Oualia de m'avoir invité. Malheureusement, je ne peux pas être là aujourd'hui parmi vous et je ne peux pas découvrir les richesses de cette région d'Algérie. Mais si je ne peux pas être là et découvrir cette région, je vous invite en contrepartie à venir découvrir les richesses et la biodiversité de la baie de Saint-Brieuc. Située en France, sur la côte nord de Bretagne, dans un vaste espace que l'on nomme le golfe normand-breton, avec la presqu'île du Cotentin à l'est et les côtes bretonnes au sud. Dans cette configuration particulière, on a une faible profondeur, avec la présence de nombreuses îles ou plateaux rocheux qui influencent la circulation et la direction d'importants courants de marée. La configuration de la côte crée deux grandes zones abritées, la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de Saint-Brieuc. Dans ces zones, l'amplitude de marée est très importante. On parle de régime macrotidal. L'amplitude de marée, c'est la différence entre la haute mer et la basse mer. Ici, elle est de 13 mètres. C'est-à-dire qu'à marée haute, l'ensemble du site est recouvert par la mer. À marée basse, la mer découvre et se retire à 7 km. Elle découvre 3000 hectares d'estrans, qui sont 3000 hectares très productifs. C'est la productivité de cet estran qui permet l'accueil au cours de l'hiver de 30 à 40 000 oiseaux, essentiellement des anatidés, tous les canards, siffleurs, colverts, etc. Et surtout les limicoles, bécassos, huîtriers, courlis, qui viennent s'alimenter sur cet estran. Et en 1998, compte tenu de l'importance en oiseaux, ce site a été classé en réserve naturelle nationale. Mais protéger cette avifaune remarquable nécessite d'une part d'assurer la tranquillité du site, comme l'absence de dérangement par exemple, mais nécessite également que l'estran puisse apporter suffisamment de nourriture, de ressources alimentaires, accessibles aux oiseaux. De nombreux auteurs ont montré que la distribution des espèces de canards et de limicoles est fortement liée à celle de leur nourriture, notamment au cours de l'hiver, période durant lesquelles les ressources alimentaires doivent être suffisantes pour subvenir aux besoins énergétiques accrus, en particulier en période de vagues de froid. Durant ces phases, l'abondance et la diversité spécifique des oiseaux présents sur une zone dépendent directement de la biomasse des invertébrés benthiques disponibles et accessibles pour les oiseaux. D'autre part, il peut être nécessaire d'avoir des zones de repos ou de remise. Donc, protéger le patrimoine remarquable nécessite de protéger l'ensemble de la biodiversité, mais également la fonctionnalité des écosystèmes. On arrive donc à un élément clé dans la gestion des espaces naturels, qui est la notion de fonction écologique et la notion de protection ou de restauration de ces fonctions écologiques. Car comment protéger efficacement la biodiversité et les écosystèmes ? Malgré nos efforts, la question demeure aujourd'hui en grande partie sans véritable réponse. Face au constat croissant de la dégradation de notre environnement et de la prise de conscience de la pression exercée par l'homme sur ce dernier, la notion de conservation est apparue dans les années 80, sous forme d'une véritable discipline, la biologie de la conservation. Robert Barbeau en parlait comme une discipline de crise, qui travaille dans l'urgence, de la sauvegarde des espèces les plus menacées. Dans cette conception classique, on sélectionne ce qui doit être conservé en priorité. Proposer des mesures de conservation implique non seulement de connaître au mieux le patrimoine naturel dont il est question, mais aussi de parvenir à hiérarchiser les priorités de conservation. Il y a donc des éléments naturels plus patrimoniaux que d'autres, autrement dit, auxquels on va accorder une valeur de conservatoire plus importante. Ce sont en général les espèces rares, menacées, vulnérables, dont les listes sont formalisées aujourd'hui dans les textes juridiques de protection. Mais la notion d'espèce patrimoniale est avant tout une construction sociale et culturelle qui évolue au cours des siècles. Et là, il est important de souligner la place accordée aux sciences humaines et sociales qui devrait être plus importante dans nos conseils scientifiques des espaces protégés et dans les programmes de recherche pluridisciplinaires. La notion de patrimoine naturel est une notion culturelle. Si on prend le dictionnaire de la nature, la notion de patrimoine naturel se rapporte à la biodiversité et surtout à la responsabilité des générations actuelles de les transmettre aux générations futures. On voit bien donc que parler de patrimoine naturel, plutôt que de nature, de faune ou de flore,
ou de biodiversité implique un lien fort entre l'homme et la nature. Durant un certain nombre d'années, une bonne partie de la conservation de la nature est passée par la gestion centrée sur une ou plusieurs espèces qui constituent une icône de la politique de la conservation. Depuis un peu plus de 2 décennies, on est passé progressivement de la protection d'espèces, rares ou remarquables, à la protection d'habitats, puis de réseaux d'habitats. Mais cette évolution entraîne de nombreuses questions et de nombreux problèmes. Beaucoup d'espèces nécessitent plusieurs écosystèmes différents pour réaliser leur cycle biologique. Ainsi, la sole, qui se reproduit au large, entre 30 et 100 mètres de profondeur, aura besoin des espaces intertidaux, des baies et des estuaires pour la croissance des juvéniles. Il faut également la continuité écologique entre ces différents habitats. Ainsi, l'anguille, qui se reproduit en mer des Sargasses au milieu de l'Atlantique, pourra être bloquée par un barrage lors de sa remontée des cours d'eau sans pouvoir devenir adulte. Enfin, il faut que les milieux naturels puissent assurer un certain nombre de fonctions pour ces espèces, produire des abris, de la nourriture. Et l'exemple qu'on a vu tout à l'heure des limicoles, qui dépendent étroitement de l'abondance et de la biomasse des invertébrés benthiques, illustre ce cas. Les fonctions écologiques sont les processus biologiques de fonctionnement et de maintien des écosystèmes. Ensuite, ces fonctions peuvent être à l'origine de services fournis par ces écosystèmes aux sociétés humaines. Très souvent, on associe la fonctionnalité des écosystèmes aux services qu'ils rendent à l'humanité, à tel point que ces deux notions sont souvent confondues. Les fonctions se réfèrent aux propriétés et aux processus biologiques ou physiques au sein des écosystèmes, comme par exemple le recyclage ou la production de biomasse. Ce sont des attributs intrinsèques de l'habitat qui existent indépendamment de l'action de l'homme. Les services, quant à eux, représentent tous les bénéfices que les populations humaines peuvent obtenir de ces écosystèmes, notamment la production de nourriture, de régulation de ruissellement, la pollinisation, etc. Il faut reconnaître que la différenciation entre fonction écologique et service reste encore parfois complexe. Si les activités économiques ou le maintien des services écosystémiques ne constituent pas un objectif fondateur d'un espace protégé, le rôle des gestionnaires est d'assurer que les activités humaines ne modifient pas le statut de conservation de la biodiversité présente sur le site, comme par exemple l'exploitation d'une ressource naturelle. L'exemple de la coque en baie de Saint-Brieuc est intéressant. Ce mollusque bivalve, consommé par une multitude d'espèces, est aussi une espèce très recherchée par l'homme. Il y a tout un ensemble de pêcheurs amateurs et pêcheurs professionnels qui exploitent ce gisement. Donc la réserve naturelle fait une évaluation chaque année de ce gisement à l'échelle de la baie de Saint-Brieuc. Les outils statistiques permettent de produire des bilans cartographiques et chiffrés qui sont transmises à la direction mer et littoral, les affaires maritimes, et au comité départemental des pêches qui réglemente la pêche, les périodes d'ouverture, le nombre de licences des professionnels, etc. Le suivi sur plusieurs années de la dynamique de population des coques de la baie de Saint-Brieuc a permis de développer des outils de modélisation et de prévoir l'évolution à court terme du gisement. Ainsi, le modèle peut estimer les quantités de coques exploitables par les pêcheurs sur 1 ou 2 années. Les résultats sont mis à la disposition des pêcheurs professionnels afin qu'ils puissent avoir une meilleure visibilité de leur activité sur les 2 années à venir et ainsi organiser leur campagne de pêche. Au cours de la commission annuelle de visite du gisement, organisée par le comité départemental des pêches et de la direction mer et littoral, les évaluations sont présentées et enrichissent les échanges entre les différents acteurs afin d'exploiter durablement la ressource. Donc, les outils développés en baie de Saint-Brieuc ont été utilisés à l'échelle régionale et à l'échelle nationale sur d'autres sites. On les a également fournis au comité local des pêches pour qu'ils puissent gérer leur propre gisement. Cet exemple illustre bien l'importance dans les réserves naturelles de développer des outils qui puissent être utilisés largement sur d'autres sites naturels. Du point de vue écologique, étudier un écosystème sous l'angle de ses fonctionnalités permet de considérer l'ensemble des organismes vivants et des habitats participant au fonctionnement global de l'écosystème, qu'ils soient remarquables ou ordinaires. Cette approche replace donc la biodiversité au cœur des réflexions et renforce l'importance de sa préservation.
Car en termes de fonctionnalité, la biodiversité n'est pas une somme d'espèces, mais une somme d'interactions inter- et intra-espèces. La dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité introduisent de profonds changements dans les équilibres, les interactions au sein des communautés d'espèces, notamment les relations proies-prédateurs, hôtes-parasites, relations symbiotiques, mutualisme, etc. Le fonctionnement des écosystèmes naturels peut être affecté par les activités humaines, soit de façon directe, l'extinction d'espèces par surexploitation ou la destruction d'habitats par exemple, soit de manière indirecte en modifiant les paramètres physiques ou climatiques. Le fonctionnement des systèmes écologiques sont complexes et encore largement méconnus. L'enjeu de l'écologie fonctionnelle est d'améliorer notre compréhension des mécanismes écologiques, de leur évolution, qu'ils soient naturels ou liés aux activités humaines. Les prés salés est un habitat particulier de fond de baie, particulièrement remarquable, avec une végétation adaptée à la venue de la mer, et en particulier résiste à la salinité de la mer. Ici, on a un habitat à Obione particulièrement productif. Dans ces prés salés, la communauté à Obione est caractéristique d'un pré salé intact. Ici, 1 mètre carré d'Obione produit 1 à 2 kg de matière organique qui, naturellement, va être exportée vers la mer. Donc c'est toute la fonctionnalité des prés salés qui s'exprime ici au travers de cette plante. Les marais salés se singularisent donc par une très forte productivité primaire, l'une des plus élevées au monde. Mais cette productivité varie en fonction de la composition et de l'état de conservation des communautés de plantes qui la composent. Les prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel sont pâturés par de nombreux troupeaux de moutons, ce qui entraîne une modification de la composition et de la structure de la végétation et impacte de manière importante la fonctionnalité du site, notamment le rôle de nourricerie pour les juvéniles de poissons. En faisant pâturer les prés salés, l'Obione va disparaître au profit de la puccinelle. Dans ce choix de gestion, on va favoriser plutôt les canards, les anatidés, les bernaches qui vont consommer cette puccinelle. A l'inverse, la fonctionnalité de cet écosystème, et en particulier son lien avec le milieu marin, sa production qui va être exportée vers la mer, va diminuer ou disparaître. Donc là, il y a un choix de gestion qui s'impose aux gestionnaires entre favoriser certaines espèces, comme les anatidés, ou au contraire favoriser la fonctionnalité, donc le fonctionnement naturel du milieu naturel. Entre non-interventionnisme et interventionnisme pour favoriser un groupe d'espèces particulier, la gestion qui est portée par le gestionnaire doit être nécessairement validée scientifiquement et répondre à des objectifs précis. Ces derniers doivent être définis au regard d'un contexte plus global, le statut de conservation, la rareté des espèces, etc. De plus, les gestionnaires ne possèdent trop souvent qu'une vision instantanée de la diversité du vivant. Les espèces, et par conséquent leur rôle au sein des écosystèmes, ne cessent d'évoluer de manière naturelle ou forcée dans un environnement en perpétuelle mutation. L'échelle de temps est donc capitale pour appréhender l'équilibre dynamique des écosystèmes et doit donc être considérée dans le cadre de la gestion. La conduite de recherche historique, et lorsque cela est possible, le recours à des témoignages, est un préalable indispensable pour se rendre compte des évolutions qui ont conduit un territoire à son paysage actuel. Ainsi, ces prés salés, aujourd'hui entièrement protégés, a connu un passé fortement entrepaysé, avec l'exploitation du sel et du sable. Par les prélèvements et la perturbation régulière de la structure des sédiments, ces deux activités ont longtemps perturbé la dynamique primaire et la formation des prés salés en fond de baie de Saint-Brieuc. La cartographie est un élément essentiel pour comprendre les évolutions historiques d'un milieu naturel et ses usages passés ou présents. Les aires protégées gèrent donc des systèmes socio-écologiques complexes avec des interactions sur les milieux naturels et sur les activités humaines. Donc ce sont des sites pilotes intéressants pour développer des connaissances sur la fonctionnalité, sur les services écosystémiques, sur la biodiversité. La science de la biodiversité et des écosystèmes ne cesse de progresser. Les services que rendent les écosystèmes à l'humanité ne sont que partiellement inventoriés et très imparfaitement compris. Il est encore difficile de faire un lien étroit entre fonctionnement et service. Harold Levrel, dans un texte de 2007, disait que comprendre les liens qui existent entre l'état de la biodiversité et le niveau des services écosystémiques
nécessite d'en passer par une meilleure compréhension du rôle de la diversité du vivant dans le fonctionnement des écosystèmes, c'est-à-dire de s'intéresser aux processus biologiques. L'écologie fonctionnelle place donc la biodiversité au cœur des réflexions et renforce l'importance de la préservation. En effet, la perte d'un groupe fonctionnel d'espèces modifie les performances de l'écosystème et fragilise la robustesse et la résilience, le retour à l'équilibre, d'un écosystème sur le long terme. On doit donc développer des liens forts entre chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels, dans le cadre de programmes co-construits entre chercheurs et gestionnaires. Je vous remercie.